Voilà, bonsoir à tous et chacun. Nous sommes là pour le compte de notre émission hebdomadaire Podium F, parler de la femme, les femmes qui excellent dans différents domaines de la vie. Voilà, pour ce soir, nous avons l'opportunité de changer avec une grande femme. Dieu m'a fait grâce ces derniers temps, en tout cas, je suis en face des grandes femmes. J'ai besoin de son expérience, moi personnellement, et vous, fidèles téléspectateurs. Voilà. Et la femme en face de moi, c'est Madame Véronique Tchoté Wechi Ekila, qui est vice-présidente du Conseil national des ONG de santé, et elle est aussi membre honoraire du Conseil national de l'ordre de pharmaciens. Voilà un peu ça, mais c'est une femme à multiples casquettes. Madame Véronique, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent. Je suis très heureuse de répondre à votre invitation. Voilà, nous allons parler de l'actualité avec vous, l'actualité qui reste marquée par l'investiture du gouvernement Souminya. Voilà, c'est ce qu'on attend. On attendait tous pour qu'ils se mettent à l'œuvre. Voilà un peu ça. Mais avant de parler de l'actualité et de ce que vous faites exactement, je veux bien que vous puissiez compléter la présentation. Je vous ai convaincu ou bien je n'ai pas signalé d'autres responsabilités que vous avez pu occuper? Bon, c'est l'essentiel. Hein? J'ai été membre du Conseil national de l'ordre de pharmaciens. C'est une tâche que j'ai fait vraiment de tout cœur. Si possible, si on me demandait de le refaire, je le ferais aussi sans hésiter. Et en tant que deuxième vice-présidente du Conseil national des ONG de santé, la tâche est très difficile, mais je parviens quand même à assumer mes responsabilités. À part ça, nous sommes membres de plusieurs organisations féminines. Nous citerons sans hésiter les réseaux des ONG féminines de santé, nous citerons sans hésiter le guidisme. Là aussi, c'est une tâche que je fais vraiment avec plaisir. Je suis l'une des commissaires des guides, donc le regroupement où je me sens souvent rajeunir quand je suis avec les guides. Et pourquoi la santé? On le sait tous, la santé n'a pas de prix, mais il y a plusieurs domaines de la vie. Vous avez choisi œuvrer dans la pharmacie. On sait déjà en République démocratique du Congo, ouvrir une officine, ça pose problème. Il y a des obligations, des exigences et qu'on sort. Pourquoi Madame Véronique a choisi la pharmacie? Ben, je peux dire, c'est depuis mon jeune âge que j'ai opté pour la médecine ou la pharmacie. Alors, quand j'ai commencé en médecine, beaucoup de collègues sont encore vivants et sont médecins. Ils le savent bien que j'ai fait avec eux la première année médecine. Et quand j'ai fait mon stage, j'ai vu des choses qui ne m'ont pas attiré, mais qui m'ont beaucoup blessé. Les enfants malades, surtout l'accouchement. Quand je voyais les femmes se tordre de douleurs et que vraiment vous êtes là, en tant que médecin stagiaire, vous ne pouvez rien faire. Et là, vous pouvez quand même devenir femme sage, mais vous êtes allé plus loin. Non, j'ai demandé à ce que je puisse passer en pharmacie. C'est comme ça que j'ai opté pour la pharmacie. La pharmacie, aujourd'hui, il y a floraison de pharmacie à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais il y a des normes et des conditions pour ouvrir une officine dans notre pays. Et beaucoup ne semblent pas respecter ces principes. Vous œuvrez dans ces secteurs. Qu'est-ce que vous ressentez d'abord lorsque vous voyez une pharmacie évoluer dans l'informel et par rapport aux strictes recommandations que plus d'un tenancier, d'un pharmacien ne respecte pas? Bon, une pharmacie plutôt ne respecte pas. Je voudrais que vous corrigez. Les pharmacies ou les boutiques de la mort. Il y a beaucoup de boutiques de la mort.
qui ne respectent ni les normes, qui vous vendent du n'importe quoi. Vous trouverez dans une pharmacie, au pire, vous trouverez dans une pharmacie les jus, vous trouverez dans une pharmacie les échanges de la monnaie, vous trouverez dans une pharmacie la vente des unités. Et que sais-je encore? Il y a même, nous avons fait un effort, parce qu'il y a même dans les pharmacies où vous trouvez la vendeuse qui est aussi coiffeuse, qui coiffe dans la pharmacie. Donc tout ça, moi en tant que pharmacien, j'ai toujours considéré ça comme des boutiques de la mort. Mais si le tenancier ou la tenancière de cette officine est professionnel, je ne vois pas là où les bas blessent. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas un pharmacien qui va accepter que dans son officine, qu'on puisse vendre l'eau pure, qu'on puisse vendre les jus. Parce que le frigo, là, c'est fait pour garder les médicaments qu'on doit garder au froid. Mais vous voyez que dans cette même officine, vous mettez l'eau pure, les jus, du n'importe quoi. Dans l'officine, vous faites l'échange de monnaie. Non. Ces pharmacies-là n'appartiennent pas aux pharmaciens. Là, les pharmaciens qui agissent de la sorte sont quand même tolérés. Non. Ça passe quand même par rapport à cette catégorie qui vend le produit pharmaceutique à même le sol. Je peux vous dire, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je peux vous dire que si vous sillonnez la ville-province de Kinshasa, nous avons plus de 6000 boutiques de la mort. Mais les pharmacies appartenant aux pharmaciens qui respectent les normes, vous ne compterez pas 300 ou 400. Mais l'ordre national des pharmaciens, qu'est-ce que vous faites exactement pour remédier à tout ça? Mais ça, c'est à ces boutiques de la mort qui sont signalées depuis Bellurette. Oui, depuis que j'avais moins de 30 ans, ça a toujours existé, mais maintenant le nombre a exagéré. Et quand vous descendez à l'intérieur du pays, le Seigneur m'a béni, j'ai fait le tour de plusieurs provinces à l'intérieur du pays, vous n'avez pas 10 pharmacies. Même si ces boutiques de la mort, là, vous ne pouvez pas en avoir 10. Tous, nous sommes remplis, nous nous installons ici à Kinshasa. Le problème, ce n'est pas l'ordre des pharmaciens. Le problème, c'est l'administration qui donne les autorisations à toutes ces boutiques de la mort. Les responsabilités ne sont pas partagées? Non, non. Nous avons nos règlements, je ne peux pas les dire comme ça ici, au risque d'oublier certaines. Donc nous avons nos règlements, nos conditions pour pouvoir ouvrir une pharmacie. Mais si vous entrez dans toutes ces boutiques de la mort, ils ne savent même pas. On les appelle pharmaciens. Non seulement ces pharmacies sont considérées comme de boutiques de la mort, comme vous le dites là, mais les produits aussi, dans la plupart des cas, sont périmés. Mais vous ne faites que dire ce que j'allais dire après. Les produits sont mal conservés, les produits, pour la plupart, sont périmés. On gratte les dates, on falsifie les dates. Et vous entrez dans toutes ces pharmacies-là, beaucoup n'ont pas des armoires fermées à clé pour garder ces médicaments dangereux que l'ordre de pharmacien oblige que ça puisse être dans un bureau fermé, dans les armoires fermées. Beaucoup n'ont pas. Vous trouverez dans ces pharmacies... c'est là où il apprête son casse-croûte. Donc il met le baboula là-bas, il se met à préparer. Et cette chaleur sur les médicaments, tout ça, bon. J'espère que je ne suis pas venu ici pour étaler de peur, de faire peur à certaines personnes, aux âmes sensibles. L'État congolais a sa part de responsabilité, mais les ONG de santé aussi
vous avez votre part de responsabilité pour sauver le peuple congolais de ces grands dangers qui les guettent. Oui, depuis des années. Oui, nous faisons des sensibilisations. Je peux faire une conférence avec les femmes, les religieuses, les femmes des confessions religieuses. Je leur explique comment vous devez d'abord acheter votre médicament. Quand vous entrez dans une pharmacie, vous devez voir le numéro d'ordre du pharmacien. Parce qu'avec ce numéro, si le produit que vous avez acheté n'était pas ou a créé des problèmes ou des conséquences néfastes, vous allez dire, mon produit, je l'ai acheté dans telle pharmacie et le numéro du pharmacien, tous ces pharmaciens qui sont inscrits au tableau de l'ordre et qui peuvent exercer la pharmacie, nous avons tous un numéro. Je n'hésiterai pas à te dire le mien, c'est 0036/77. Voilà mon numéro. Je n'hésiterai pas à le dire. Il y a d'abord, il faut voir si l'officine appartient ou est gérée par un pharmacien. Et c'est là, vous avez son numéro affiché dans son officine. Secondo, quand vous achetez un produit, il faut voir la date de péremption. La date de péremption. Parce que vous pouvez acheter un produit périmé. Or, lorsque le produit est périmé, sa composition est déjà avariée et au lieu de vous guérir, ça vous crée des ennuis. Nous passons vraiment, quand nous faisons nos conférences, surtout nous les femmes pharmaciens, réunis au sein de notre association, nous faisons souvent les conférences et nous insistons sur la présentation des produits. Il y a un problème de la légalité et la moralité professionnelle qui n'est pas du tout respectée. Il faut faire des efforts pour qu'au niveau non seulement du Conseil national de l'ordre de pharmaciens, qu'il y ait des solutions et ainsi de suite, mais que l'État congolais puisse prendre à bras le corps cette préoccupation et sauver la population de cette réalité. Quinoise. Surtout quinoise. Oui, parce que dans les provinces respectives, il y a quand même des centres de santé où la population... les patients se rendent pour avoir des produits appropriés. Donc, les soins quand même est assuré. Mais c'est ici à Kinshasa que le problème se pose avec acuité. Oui, mais c'est la faute à qui? Quand le bourgmestre est habilité à donner à un commerçant l'autorisation d'ouvrir l'officine, parce que ça lui rapporte dans sa caisse. Mais les textes qui organisent une pharmacie, qu'est-ce que ces textes disent exactement? Non, je ne peux pas, comme je vous ai dit dès le départ là, commencer à énumérer. Je risque de sauter d'autres et avoir des problèmes parce que tel que je parle là, l'ordre de pharmacien me suit. Tout ce que j'ai dit là, je dois être dans les normes, je dois respecter les conditions. Nous avons les textes qui régissent le pharmacien. Nous avons le texte que nous avons en conformité avec le gouvernement qui donne les conditions d'ouverture d'une pharmacie. Maintenant, vous avez des pharmacies côte à côte, dos à dos, face à face. C'est pas autorisé. C'est pas autorisé. C'est pas le ministre de la Santé qui autoriserait à un commerçant de venir ouvrir une pharmacie face à l'autre pharmacie, ou bien côte à côte, ou bien dos à dos. Qui est réellement habilité à arrêter cette hémorragie, à sauver de vies? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement avec l'aide de l'ordre de pharmaciens. Voilà, parce que vous parlez du gouvernement, c'est nécessaire d'en parler aussi dans notre émission Podium F, où nous permettons à la femme en face de nous, d'extérioriser ses qualités, de vanter ses mérites, qu'on sache un peu qu'est-ce que cette femme a de nécessaire qui peut servir
pourquoi pas aux femmes, particulièrement qui nous suivent, et aux hommes, je me dis les hommes genrés, voilà un peu ça. Le gouvernement a été investi le mardi 11 juin pour qu'il s'occupe de grands défis qui l'attendent. Voilà un peu ça. Vous avez suivi avec moi, oui, l'investissement, l'investiture du gouvernement sous Mignon. Comment vous avez apprécié d'abord la cérémonie avant de parler d'autre chose, et surtout que les femmes semblent se réjouir? Pourquoi c'est une femme qui est à la tête de ce gouvernement? Bon, du côté cérémonie, je suis heureuse parce qu'il y a eu beaucoup de tractations. Avant, on l'accepte, on n'acceptait pas. L'investiture est intervenue au Parlement. Oui, c'est ce que je dis. Je suis heureuse que ça soit intervenu, que ça a eu lieu, quoi. Parce qu'il y a eu beaucoup de tractations. Ah, il a mis ceci, ah, il n'a pas choisi telle dame, tout ça, tout ça. Bon, comme ça a eu lieu, félicitations, et nous encourageons le président de la République d'avoir réussi son pari. Ça, je suis vraiment contente. Et par rapport à ce qu'il faut faire pour l'intérêt de la population, voilà, parce que nous courons derrière les temps. Les temps, c'est de l'argent. La population semble attendre impatiemment que tout change. D'abord, il y a des défis économiques, oui, tout ça, structurels, infrastructurels, oui, ainsi de suite. Et la première des choses, c'est que moi, personnellement, j'aurais voulu, comme le président, il est super genré, que dans ce gouvernement, qu'il y ait au moins 40 femmes qui accompagnent la femme. Pour quel apport? Pour qu'on puisse nous juger. Ce ne sont pas des cadeaux, on donne pas non. Comme ça c'est mérite. Mais quand nous sommes à l'université, quand le professeur nous enseigne, quand il dit interro ou examen, vous croyez qu'il dit je poserai telle question aux femmes et telle question aux hommes? Non. On nous pose les mêmes questions, nous répondons, on nous cote, on donne des résultats. Donc, au niveau de l'université, même de l'école primaire ou de l'école secondaire, nous sommes identiques, nos cerveaux sont identiques. Et pourquoi, quand il faut un gouvernement, et quand on a nommé une femme, qu'on commence à voir des failles parce que c'est une femme? Non. Mais dans notre pays, nous avons beaucoup des organismes de femmes, de structures gérées par des femmes. Comme vous êtes pharmacienne, beaucoup de femmes aussi, on le retrouve dans la pharmacie. Mais oui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change par rapport à tout ce que nous avons déjà et qu'on doit continuer à faire confiance à la femme en République démocratique du Congo et surtout œuvrer dans le gouvernement? Bon, l'acte que le président a posé, de nommer une femme pour la toute première fois, ça, nous devons applaudir. Nous devons applaudir. Il a prouvé à suffisance qu'il est le patron de la masculinité positive. Oui. Mais ce qui me fait un peu peur, qu'on n'arrive pas à la même situation que celle que nous avions eue comme président à l'Assemblée et qu'on s'est mis à la combattre par tous les moyens pour la pousser à démissionner. C'est ça qui me fait personnellement Ces questions, mais il faut s'imposer. Quand on veut s'égaler à l'homme, il faut s'imposer aussi. Oui, déjà quand on accepte ce rôle, c'est qu'on s'est imposé. Parce qu'on pouvait bien dire non, s'il vous plaît, je veux être plutôt ministre de ceci et non premier ministre. Déjà le fait d'accepter, et c'est une tête. Parce que nous avons appris qu'il semblerait qu'il y avait déjà des oubliés dans la liste de membres du gouvernement qui a été rendue publique. Sur les 55 prévus, il n'y avait que 54 membres du gouvernement. Il y a la province de Maniema qui ne se retrouvait pas. On a dû corriger par après. Tout oui, ça là, déjà, on va pointer un doigt accusateur à la femme. D'accord, mais c'est comme ça que j'ai dit, pour vraiment qu'on nous puisse nous pointer du doigt, nous accuser, il fallait au moins 40 femmes pour l'accompagner sur les 54. Les femmes sont querelleuses, 40 femmes. Et alors, elles vont se plonger dans des querelles. Mais les hommes ne querellent pas. Les hommes se querellent aussi. C'est tous les jours ici qu'il y a...
on n'est pas là pour citer les noms. Il y en a qui ne font que crier tous les jours. C'est une femme, c'est son mari, ceci, cela. Heureusement qu'elle est mariée. Si elle n'avait pas un mari, ça allait être le problème qu'ils allaient mettre à l'avant. Elle n'est pas mariée, elle est femme libre, ceci, cela. Heureusement qu'il est marié. Et qu'il est marié avec quelqu'un aussi qui est valable. La chef du gouvernement, par où commencer exactement pour relever les défis? Quels sont les défis nécessaires à relever dans un premier temps? Il a donné son programme. Il n'a qu'à suivre son programme que j'ai applaudi. Il a donné son programme. Le programme, on ne va pas dire commencer par. Il y a les points saillants auxquels elle doit commencer et dire non, commençons d'abord par ça, il y a ça qui va avec ça. On ne peut pas d'emblée comme ça. Comme j'ai entendu, on commençait déjà à minimiser son rôle, elle va échouer, elle va... Non, non, c'est pas parce que c'est une femme. Quand nous sommes à l'université, on nous donne les mêmes questionnaires. On devait s'attendre à tout ça, comme ça se passe avec... les autres, même si les premiers ministres hommes, ils sont toujours victimes de critiques. Il ne faut pas se laisser faire. Non, elle ne s'est pas laissée faire. Ah bon, je ne la connais pas personnellement, mais avoir son CV, on voit que c'est une femme de haut niveau. Elle n'est pas tombée comme un chevet dans la soupe. Non. Elle a travaillé déjà dans le gouvernement, elle a assumé des tâches pas les moindres. Mais il y a des femmes qui ont marqué leurs empreintes sur la scène politique, les femmes qu'on connaît, même si on nous voilait les yeux et la face, on s'est identifié ces femmes. Pourquoi le chef de l'État n'a pas recouru à toutes ces femmes qui brillent déjà depuis belle lurette, et elle a dit recourir à une femme qu'on découvre, une femme qu'on découvre politiquement, qui n'a vraiment pas marqué ses empreintes dans à la vie politique, bien qu'elle fût ministre du plan. Oui, mais ça, c'est pas moindre. C'est pas moindre. C'est pas moindre. Et quand vous regardez son CV, elle a passé par de hautes études. On ne peut pas dire qu'elle est tombée, qu'elle n'était pas. Il faut nécessairement faire des discours, être opposante, se faire voir, passer à la télévision pour dire que voilà, elle a dit ceci. Non, il y en a qui travaillent à l'ombre. Nous, on s'attendait par exemple à voir Mme Eve Bazaïba, voir Mme Rose Mutombo, voir ces femmes-là qu'on connaît. Madame Marie-Angelo Kiana, toutes ces femmes-là qui ont de l'expérience, vraiment ainsi de suite, mais c'est comme si le chef de l'État a utilisé une femme qui sort du néant. Non, elle ne sort pas du néant. Elle maîtrise les problèmes des Congolais. Elle maîtrise les problèmes des Congolais, elle a étudié, elle a travaillé dans des cabinets ministériels, elle a été ministre et tout ça. Ce n'est pas parce que... Et quand on a nommé Eve Bazaïba, elle faisait la politique, mais avant, elle n'était pas ministre. Elle s'est assumée, la preuve qu'elle a été reconduite. Eve Bazaïba fut présidente de la Ligue de femmes politiciennes, les femmes qui font la politique en RDC. Oui. Là, la politique dans le sang. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'on t'a nommé ministre, comme tu as la politique dans le sang, que tu vas réussir. Sinon, beaucoup d'hommes n'échoueraient pas. Beaucoup d'hommes n'échoueraient pas. Un gouvernement de 55 ministres, membres, c'est pas costaud? Toi-même, il y a éclatement des ministères. Non, toi-même, tu viens de dire ici qu'on a oublié le maniement. Il fallait faire ça pour pouvoir satisfaire tous nos tribus ou tous nos politiciens. Non, mais ça va coûter beaucoup aussi. Et vous croyez que si on prend un ministère, on combine avec 3, 4 ou 5 ensemble, ça ne coûterait pas, ça coûterait autant. Le salaire d'un ministre, vous savez déjà ça revient à combien? Et aucune idée, je ne me suis jamais donné la peine de savoir si un ministre cette touche somme combien. Devait être utilisée pour servir à la population, les paisibles citoyens congolais qui croupissent dans la misère. Et toi, tu crois que si on enlève 10% des salaires, on diminue de 10%, ça va pouvoir
payer les émoluments des députés, on essaie de revoir ça à la baisse. Les salaires des ministres également, on réduit les ministères. Et le montant là, toi, tu crois fusionner les ministères pour satisfaire la population. Oui, toi, comme les slogans de crois que dit bien le peuple d'abord. Toi, tu crois que si on faisait ça, l'enseignant, je prends ça comme ça au hasard, des Kungu, parce que j'ai été là. J'ai vu comment les femmes s'habillent, comment les femmes doivent travailler pour nourrir les enfants et la famille. Kungu, c'est quand tu arrives à Gemena, tu prends la moto, tu fais au moins 100 et quelques kilomètres pour arriver à Kungu. Toi, tu crois que ce montant-là qu'on pourra aller jusque-là? Non. Il faut travailler autrement. Diminuer le vol, ou ce qu'on a en termes propres, diminuer le détournement. Trop d'argent est détourné, les surfacturations, les montants détournés. Le Seigneur m'a béni, comme je t'ai dit au départ. J'ai eu l'opportunité de descendre dans plusieurs recoins du pays. Il y a la misère. Ici à Kinshasa, on n'a pas la misère. La situation est très critique. Très catastrophique. Très critique. Pas d'infrastructure. Il y a de ces coins enclavés en plein 21e siècle en République démocratique du Congo. Où la femme, le pays à la dimension d'un continent. La femme, après avoir accouché sur les lits, et puis on prend la natte, l'itoko, et cette femme dort sur la natte avec son bébé qui vient de naître il y a à peine 2 ou 3 heures. Je n'hésiterai pas à dire que j'ai vu ça à Boende. Le lit des pauvres est fécond. Quoi faire? Parce que, parlons de votre secteur, la pharmacie. Le ministre actuel, il doit se mettre déjà à l'œuvre parce que l'investiture a eu lieu. Il doit comment? Qu'est-ce qu'il peut faire pour développer ce secteur de la pharmacie en République démocratique? Non, quand vous dites la pharmacie, si je parle de la pharmacie seulement, ce serait injuste. Parlons du domaine médical. Médical, voilà. Je suis en face d'une pharmacienne. Voilà la raison pour laquelle je veux parler particulièrement de la pharmacie, parce qu'on a beaucoup. Il y a la floraison des pharmacies à Kinshasa qui donne la mort au lieu de donner la vie. Voilà un peu ça. Alors, il faut réglementer ce secteur. Vous ne trouvez pas? Réglementer, les règles sont là. Demandez-moi, il faut les appliquer. Voilà. Il faut les appliquer. Recenser les pharmacies. Nous avons combien de pharmacies à Kinshasa? Et les pharmacies, les officines qui ne répondent pas aux normes, carrément. L'ordre de pharmacien peut vous donner... Non, l'ordre de pharmacien peut vous donner le chiffre des boutiques de la mort, peut vous donner le nombre de pharmacies autorisées à exercer. Il peut vous donner le nombre de dépôts pharmaceutiques qui pullulent maintenant partout dans toutes les communes. Au lieu de faire des pharmacies, ils vendent maintenant aussi des médicaments. Ça, je ne confirme pas, mais ils vendent des médicaments. Nous le voyons à longueur de journée. Il y a ces agents de l'ordre qui sont dans les carrefours en train de chasser particulièrement ces femmes qui vendent à même les sols, qui vendent le long des avenues et consorts. Ça se fait. Et alors que ces femmes semblent le faire pour arriver à nouer les débuts du mois. Mais pourquoi pas procéder aussi à de la sorte pour fermer les pharmacies qui ne répondent pas aux normes? Bon, ça, il faut qu'il y ait des agents commis à cette tâche de fermer les pharmacies qui ne répondent pas aux normes. Là, tu parles la tâche du gouvernement. Tu ne parles pas de la tâche de l'ordre de pharmacien. C'est la tâche du gouvernement qui doit... fermer ces boutiques de la mort. Fermer directement, non. D'abord commencer par identifier les papiers qui leur autorisent de travailler. Ces pharmacies sont viables? Et puis voir ceux qui sont viables. Je n'ai pas dit, quand j'appelle ça boutique de la mort, que tout vendent des médicaments. La conservation, les produits ne sont pas périmés, tout ça là. Ça, il faut d'abord
voir les documents qui vous autorisent de travailler. Est-ce que vous avez un pharmacien? Est-ce que même un assistant en pharmacie, si vous l'avez, parce que la plupart de ces boutiques de la mort, le papa est commerçant, il a eu un peu d'argent, il a ouvert sa pharmacie, et puis le vendeur, c'est sa femme, c'est son fils, c'est son cousin, c'est son neveu, qui ne savent rien du médicament. Une dynastie dans une pharmacie. Oui. Voilà. La plupart de ces pharmacies, c'est comme ça. Commencer d'abord par recenser et savoir qui... Moi-même, ça m'est arrivé un jour. J'entre dans une pharmacie. Moi, j'habite Bumbu. Et quand je suis arrivé à Yolo, où habitent mes parents, je devais acheter quelque chose de toute urgence pour donner à un membre de famille qui était malade. Je ne cite pas les noms commerciaux, mais j'ai dit à la dame, madame, est-ce que vous avez du mébendazole, un comprimé à 500 mg? Elle me regarde, elle dit non, il n'y en a pas. Or, en face de moi, j'ai vu le mébendazole, 500 mg à un comprimé dans ces rayons. Vous avez directement compris qu'elle n'est pas une pharmacienne. Elle n'est pas une pharmacienne. Je dis, mais madame, est-ce que je peux voir le pharmacien? Et pourquoi? Le pharmacien, c'est pas le pharmacien, c'est le médecin. Mais je dis non, c'est le pharmacien parce que vous venez de faire une faute grave. Voilà, en face de moi, derrière vous, là, c'est le produit que je vous demande. Il y a une autre réalité, excusez-moi de vous interrompre, il y a de ces tenanciers des pharmacies, les médecins a prescrit un produit qui s'est bien repris sur votre ordonnance. Oui. Et lui, il essaie d'estimer, parce qu'il n'a pas ce produit, il vous donne un produit similaire. Oui, oui. Ça passe ou bien... Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Donner comme ça les similaires, c'est pas autorisé. Il faut vraiment être du domaine pour savoir dire que ça, c'est un nom commercial, mais le nom scientifique, c'est telle nomenclature. Ça, il faut être pharmacien pour le faire. Ça, il faut être pharmacien pour le faire. Ça me préoccupe, moi, personnellement. Je me dis, qu'est-ce que ça signifie? C'est une question de curiosité. On voit devant chaque pharmacie, il y a un verre à moitié plein. Et puis, on voit un serpent. Et c'est tout autour de ce verre. Et sa tête, c'est comme s'il déposait son venin. Le venin sur... Mais vous avez déjà donné la réponse. C'est le serpent. Quoi exactement? C'est le serpent qui dépose. Donc, la pharmacie... c'est pas n'importe qui va le faire. Okay. Parce que le médicament est un poison. Okay. Quel que soit même l'acide acétylsalicylique, quand vous prenez ça en overdose, ça va vous faire du mal. Le médicament est un poison. Donc, c'est la signification de ce serpent venimeux qui dans... Vous l'avez déjà donné, la réponse. Vous le saviez. Voilà, pour permettre à ceux qui nous suivent aussi de comprendre, parce qu'il y a ceux qui se posent des questions. Pourquoi un serpent, au moment où on sait, nous tous nous connaissons le rôle du serpent, même les bons dieux le détestent, on sait quel rôle il a joué, alors qu'on les retrouve devant une pharmacie, ça vaut la peine de se poser mille et une questions. Le médicament est un poison. Quel que soit, même l'acide acétylsalicylique, même le paracétamol, tout. Un médicament est un poison. Il faut l'utiliser à bon escient pour qu'il puisse vous guérir. Voilà, parce qu'on a parlé particulièrement de la pharmacie, parlons maintenant de la médecine en général. Il y a un nouveau ministre de la Santé publique. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit commencer par où pour que ce secteur subisse des changements? Il n'a pas à commencer, il a à continuer ce que les autres, ce qu'il va trouver sur la table. Okay. Il y a continuité. Il y a continuité. Il n'y a pas où est-ce qu'il va commencer. Les dossiers sont là sur la table. Vous évaluez positivement, vous donnez quelle cote au ministre passé, parce qu'apparemment c'est comme s'il n'y a pas de grands efforts qui ont été déployés pour le développement de ce secteur. Raison pour laquelle on s'est dit qu'il peut quand même innover aussi au lieu de marcher sur ses traces.
Oh, comment? Vous avez la gratuité de la maternité. Et la gratuité de maternité a diminué. Sur population, au moment où on ne mange pas notre faim, tout ça là, il faut la santé de la reproduction qui contredit la maternité. C'est la gratuité de la maternité. J'ai pas compris. La santé de la reproduction contredit la gratuité de la maternité. Parce qu'avec ça, ça nous facilite les naissances. Non. Mais la santé de la reproduction veille à ce que nous puissions limiter les naissances. Voilà, un peu ça. Surtout, ce sont les petits peuples, comme je l'ai dit tantôt, les dits pauvres et féconds. La gratuité de la maternité, c'est beaucoup plus pour diminuer les décès des femmes. C'est beaucoup plus pour diminuer les décès des femmes. Les femmes meurent en donnant la vie. Voilà. Voilà, merci. Nous sommes presque à la fin, Madame Véronique, de notre émission. Voilà, vous avez quand même pu répondre à toutes les questions sans problème que je vous ai posées dans cette émission. Alors, en guise de message particulier, qu'est-ce que vous dites à la population par rapport au Conseil national de l'ordre de pharmaciens dont vous êtes membre, et puis par rapport à ce nouveau gouvernement qui est là? Le gouvernement a été investi, maintenant nous attendons 100 jours après pour les évaluer. Voilà, un peu de mots, vous avez une minute, c'est parce qu'on doit clôturer l'émission. En ce qui concerne la santé en général, ce que je donnerais comme conseil, c'est multiplier beaucoup plus la sensibilisation sur l'usage du médicament, sur l'automédication, sur les dispensaires qui pilulent. Nous avons parlé des pharmacies qui pilulent, mais parlons aussi des dispensaires qui pilulent. Que les gens doivent faire attention avec ces dispensaires qui vous donnent des médicaments, et une fois ils voient que vous êtes au bord, ils ont compris que vous êtes mourant, on dit cannabis sauté. Les pharmacies qui vous vendent des médicaments, il faut voir dans quelle pharmacie vous avez un pharmacien. Et à Madame Soumia et son gouvernement, une seconde. Bon, moi je préfère qu'on la laisse d'abord travailler. Ok, voilà. Merci voilà, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. C'est la fin de cette émission Podium F où nous avons échangé avec Madame Véronique Tchoté Ouechi Ekila, vice-présidente du Conseil national des ONG de santé. Elle est aussi, elle fut membre honoraire du Conseil national de l'ordre de pharmacie. Et pendant combien de temps comme ça? 25 ans, 30 ans que vous avez exercé cette responsabilité? Non, pour le moment, je continue à être voilà. Vice-présidente du conseil. Voilà, c'est un peu ça, plus de 40 ans de carrière. Voilà, un peu ça. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver en rediffusion le vendredi à 8h, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue, merci à la chaîne de référence Antena pour ces programmes. Moi, je vous remercie amplement, vous, fidèles spectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Le message est passé et très belle soirée à tous et chacun.